Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Pour tout vous avouer, pour moi aujourd'hui c'est une journée un peu compliquée, un peu triste, etc. Mais j'ai la grande chance de profiter d'un ciel magnifique, dans la paix et le calme. Donc je suis plutôt extrêmement chanceuse. Et le ciel est vraiment mais tous les ciels me plaisent, hein. Pas que les ciels ensoleillés, mais là, ce qu'on m'offre, c'est incroyable. Je reviens quand même pour vous faire une lecture. Je n'ai pas l'air, mais si c'est le cas. Victis la farouche, mais alors où en étais-je? Ça c'est une bonne question. Oh là là, j'ai trop regardé le soleil, vous voyez, il m'a ébloui. Non, ça je l'ai lu, je crois. Si. Donc j'en étais, excusez-moi, au chapitre 15. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. J'aimerais bien, je vais vous montrer, je vais tourner, mais en fait ça donne beaucoup moins bien qu'en vrai. Voilà, et j'ai plus beaucoup de temps de lecture. J'ai pris une lampe parce que ces derniers jours j'étais vraiment comme ça, près de l'écran pour essayer de déchiffrer. Et donc j'ai pris une petite lampe cette fois parce que je sais qu'il va faire nuit avant que je termine. Allez, c'est parti, chapitre 15. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure. C'est un petit peu de biais après cette lecture. Merci encore. Aux approches de l'automne, les femmes quittèrent le chalet. Cet hiver-là non plus ne fut pas très heureux pour Vigdis. Elle était fort inquiète de voir Ker de Grefsine et les hommes de sa famille s'entretenir avec Gunnar au sujet du mariage qu'ils désiraient conclure entre elle et Kare. Vigdis pria son père de laisser cette affaire en suspens pour quelque temps encore. Elle prétextait qu'elle ne pouvait accepter de se marier aussi jeune. Pour finir, Gunnar promit à Kare de lui donner une réponse définitive à l'automne. Vigdis, cependant, voyait bien que son père voulait ce mariage. La jeune fille déclara qu'elle n'irait pas au chalet en été. Un soir de printemps, elle partit à travers champs. Le soleil était près de se coucher et il faisait très beau. C'était l'époque où les bourgeons des bouleaux éclatent, où les oiseaux chantent. Un doux parfum montait des herbages. Vigdis se disait qu'elle essaierait d'oublier son chagrin. Une femme habitait une petite cabane au sud du domaine. Elle avait épousé un des valets de Gunnar. Quand Vigdis passa devant la cabane, la femme était assise sur le pas de la porte et elle filait. Vigdis s'arrêta pour bavarder avec elle. Un bébé pleurait dans la maison. Vigdis dit « Cet enfant pleure comme s'il avait un grand chagrin. Il ne doit pas être tout petit car j'ai remarqué que les cris des nouveau-nés sont bien vilains. On croirait presque entendre un chat ou un hibou et non un petit homme. » La femme rentra dans la cabane et revint portant l'enfant sur ses bras. C'était une petite fille de 2 ans ou un peu plus. Elle se consola dès qu'elle fut assise sur les genoux de sa mère. Quelques instants plus tard, elle se laissa glisser à terre et courut dans le pré cueillir des fleurs. Elle était assez petite pour marcher sur sa robe en se baissant, ce qui la fit tomber. Vigdis la releva et l'enfant lui donna les fleurs qu'elle tenait à la main et qu'elle avait arrachées sans leurs tiges, de sorte que Vigdis les perdit aussitôt. Alors la mère prit la parole. « On appelle ces fleurs la nuit et le jour. Prends-en une et donne-la-moi, Vigdis, je te dirai ton destin. » Vigdis obéit et l'autre reprit. « Je vois 2 pétales foncés, puis 2 très clairs. Le dernier est clair en haut, mais sombre sur les bords. Ceci veut dire que d'abord tes peines seront grandes, mais que plus tard tu seras comblé de beaucoup de joie. » Cependant, le bord sombre du dernier pétale est inquiétant, il ne présage rien de bon pour ta vieillesse.
Vigdis répondit « Voici une bien mauvaise prédiction, il me semble, et je ne t'avais pas demandé de me prédire mon avenir. Pourtant, je veux te récompenser de ta peine. » Elle prit sur sa poitrine une boucle d'argent et la donna à la femme, puis elle partit. Au milieu du pré s'élevait une petite colline. Il y poussait des sorbiers et des buissons d'églantines. L'herbe était couverte de nuit et de jour. Vigdis s'assit, croisa ses mains sur ses genoux et contempla le fjord qui brillait au sud dans toute sa beauté. À présent que le soleil descendait vers les montagnes, la jeune fille resta longtemps ainsi. Ses pensées n'étaient pas gaies, qu'elle se porta sur Lyoth ou sur ce qu'elle avait laissé là-haut dans les bois. Souvent, elle se demandait s'il restait encore quelque chose entre les pierres ou bien si tout avait été dévoré. Elle se rappelait bien qu'à l'endroit où elle s'était étendue cette nuit-là, des fourmis et d'autres affreuses bestioles rampantes sortaient de partout. Et bien qu'elle n'éprouvât pas de tendresse pour l'enfant qu'elle avait mis au monde, elle n'aimait pas se représenter les fourmis courant sur lui avant qu'il ne fût mort. À la nuit tombante, Vigdis se leva et prit le chemin du retour. Elle courait la plupart du temps pour aller plus vite. En arrivant au domaine, elle rencontra Aeza qui lui dit « Tu m'as terriblement effrayée, ma fille. Je ne savais plus que penser de ta longue absence, toi qui as si peur de la nuit maintenant. » Vigdis répondit « J'ai peur de la nuit et j'ai peur de la forêt. J'ai même peur dans ma propre maison. Ma vie est misérable. Mieux vaudrait pour moi mettre un terme à mes jours. » « Ne parle pas ainsi, dit Aeza, tu peux encore connaître le bonheur. Tu n'es pas si vieille que tu ne puisses oublier ta douleur. Nul ne la connaît et tout le monde te croit vierge et intacte, car t'aime et auprès de lui tu seras riche et honorée. » « Eh bien voilà ce qui est pour moi le pire, reprit Vigdis. Il me semble à présent que si ma honte était connue de tous, cela vaudrait mieux pour moi. Même si mon père me chassait de chez lui. Le plus atroce, c'est de dissimuler, de paraître heureuse comme autrefois. Jamais je ne peut détourner mes pensées de ma misère, et il m'est de peu de secours que les gens du pays me prennent pour une vierge pure et intacte, car nous sommes trois à savoir qu'ils se trompent. Je porte les marques secrètes de mon opprobre sur mon corps et je ne sais où me cacher depuis que Kare me recherche en mariage. Aeza et Vigdis revinrent dans la petite maison pendant la soirée et Vigdis reprit l'entretien. « N'aurais-tu pas envie, ô ma mère adoptive, de partir dans la contrée du sud pour retrouver ta famille? Tu m'as dit, n'est-ce pas, que ce n'était pas gens de moindre naissance que nous ?» Aeza répondit « J'ignore si les miens sont encore en vie ou s'ils sont morts et il est trop tard à présent pour aller à leur recherche et changer les conditions de ma vie. Mais pourquoi me poses-tu pareille question ?» Vigdis se tut un long moment puis elle dit « Autrefois, quand j'avais quelque chagrin, je venais auprès de toi et m'asseyais sur tes genoux. Mais aujourd'hui, Aeza, je me cache plus de toi que de toute autre personne. » Aeza ne répondit pas, mais Vigdis poursuivit. « À présent, je regrette d'avoir perdu cet enfant, car chaque nuit, il me réveille en poussant des cris affreux. Je voudrais que mon sort m'ait rendu impitoyable. Je voudrais que le fils de Lyoth devienne son châtiment et que le père ne puisse s'échapper à la vengeance du fils. » Aeza dit à voix basse. « Je voudrais savoir si c'est bien le fond de ta pensée. » « C'est le fond de ma pensée. » La mère adoptive reprit. « Alors il faut que tu le saches, l'enfant que tu as mis au monde l'été dernier a été recueilli par Skofd, mon fils. » Vigdis se leva brusquement, elle resta un instant muette, pâle comme une morte, puis elle se jeta, la tête en avant sur la table et fondit en larmes. Aeza dit « Il n'est pas nécessaire qu'on sache ton malheur. Il serait sage, à mon avis, qu'il demeure secret comme il l'a été jusqu'à présent. Je t'ai parlé seulement au cas où tu aurais envie de voir ton fils. » Mais Vigdis continuait à se lamenter. « Je me jugeais assez malheureuse pour ne pas croire possible une existence encore plus cruelle. Mais je n'ai plus la force de vivre dans ce pays maintenant que je suis exposée à y rencontrer cet enfant. Ah, pourquoi n'ai-je pas eu la force cette nuit-là de le jeter dans le lac? Je ne crois pas cependant que tu m'aies dit la vérité. » Aeza alla à son coffre et en tira un fichu de toile qu'elle tendit à Vigdis. Celle-ci le reconnut tout de suite pour celui qu'elle portait sur la tête, la sombre nuit. Les taches de sang s'y voyaient encore et dans les plis restaient des brindilles et de la mousse. Vigdis le lança loin d'elle en pleurant et dit « Il faut que mon père sache tout. Je ne vivrai pas si je dois supplier Skofd ou qui que ce soit de partager mon secret. Jamais je n'aurais cru que tu puisses m'abandonner de la sorte. » Aeza répondit « Ce matin-là, quand je me suis éveillée sans te trouver à côté de moi dans le lit, j'ai pris peur et j'ai envoyé Skofd à ta recherche. Il trouva le petit et le ramassa. Nous fûmes d'avis que c'était un très bel enfant et Skofd s'offrit à l'élever. Si je t'ai raconté la chose ce soir, c'est avec la pensée que tu seras un peu consolée en sachant que tu avais le plus beau petit garçon de tout le pays.
Eh bien, advienne que pourra, s'écria Victis. Je suis lasse de cette vie. Aïssa répondit, ne dis pas cela. Une honorable naissance n'est pas d'un grand secours en ce monde. Celui que la honte a courbé reste courbé. J'ai été forcée de la prendre et je vais te raconter comment. Après quoi tu décideras de ce que tu veux faire. Chapitre 16. Aïssa commença ainsi son histoire. Mon père, qui portait le nom de Harald Barbe d'Or, habitait dans le sud, en Sealand. Je t'ai parlé un peu de mon enfance qui s'écoula joyeuse et gaie comme celle de mes sœurs. Ingrid et Astrid étaient de grandes jeunes filles quand je n'avais encore que 13 ans. Un soir, nous descendîmes au Sund avec nos servantes pour nous baigner. Des barques à voile passèrent à quelque distance. Elles étaient montées par des vikings d'Hollande. Ils accostèrent et nous emmenèrent à bord. Aucune de nous ne parvint à s'enfuir. Les bateaux appartenaient à 3 frères et ils nous prirent, mes sœurs et moi, s'étant aperçus au premier égard que nous étions filles de seigneurs. L'aîné des frères s'appelait Arngrim. Je couchais dans son lit la première nuit et il me garda pendant 2 ans. Les frères se séparèrent peu après notre capture. Les 2 autres rentrèrent chez eux, mais Arngrim courait les mers, hiver comme été. Il était courageux, robuste et de belle mine, mais il se montra dur à mon égard parce que je ne voulus jamais lui témoigner d'amour. Je n'ai plus revu mes sœurs et n'ai pas su ce qu'il était advenu d'elles. Arngrim ne voulait pas me répondre quand je le questionnais. Il voyagea au loin et gagna de nombreuses batailles. Il me gardait, moi, dans une pièce aménagée sous le pont. Comme il craignait que je m'évade, il m'avait pris tous mes vêtements, mais il me donnait quantité de fourrures précieuses, de couvertures et de bijoux. Il y avait à bord un jeune mousse du nom de Asbjörn, et je le persuadais de s'enfuir avec moi et d'emporter tout l'or du bateau. Mais Arngrim apprit nos projets. Il tua Asbjörn et se montra plus dur encore avec moi que par le passé. Un jour que nous étions au large des îles Soder, nous fûmes abordés par des vikings norvégiens, et Arngrim fut tué. Gunnar, ton père, était le chef des vikings norvégiens. Quand il me fit sortir de la cabine, j'allais sur le pont voir le cadavre d'Arngrim. Je m'agenouillais à côté de lui et trempais mes cheveux dans le sang qui coulait de ses blessures, me souvenant qu'il avait pour habitude la nuit d'attacher mes cheveux à son cou. Gunnar me demanda mon nom et m'interrogea sur ma famille, car je pense, me dit-il, que ta naissance s'accorde avec ta beauté. Je lui racontai ce qui s'était passé le soir du jour de notre capture. Gunnar me promit de me ramener au Danemark. Il me donna des vêtements les plus beaux et les plus dignes de mon rang et il me montra tant d'amitié que je me pris d'amour pour lui. Il dit alors qu'il aspirait à se séparer de sa femme. Il me demanderait alors en mariage à mes parents. Mais plutôt que de rentrer chez les miens, je préférais rester auprès de lui. Je demeurai donc sur son bateau jusqu'au moment où j'attendis un enfant. Alors Gunnar m'aima encore davantage car Alfsol était stérile. Il m'amena à Vadin, mais à cette époque le jarl appela les seigneurs à l'armée et Gunnar fut obligé de me quitter. Il dit à Alfsol de bien veiller sur moi et de s'occuper de l'enfant comme s'il avait été le sien. Nous nous séparâmes donc et je me retrouvai une fois de plus infiniment malheureuse. Alfsol et sa mère adoptive étaient auprès de moi quand je mis un fils au monde. Elles prirent aussitôt l'enfant et le firent exposer en enjoignant à tous les gens du domaine de dire à Gunnar que le bébé était mort-né. Et elles me menacèrent de la plus cruelle des morts si j'osais me plaindre. Un peu plus tard, on nous apprit que Gunnar était grièvement blessé et que nous ne devions pas l'attendre de longtemps. Alfsol me fit conduire dans la maison où vivaient ses serfs. L'un d'eux portait le nom de Svart. Il me défendit contre les autres et se montra bon pour moi en toutes choses, mais il me prit pour femme. Alfsol l'établit dans la forêt, dans la maison habitée aujourd'hui par Skoft, et elle fit savoir surtout que j'étais à présent la femme d'un cerf. Lorsque Gunnar revint, elle lui raconta que j'étais allée rejoindre Svart, et Gunnar se mit dans une telle colère qu'il voulut nous tuer tous les deux. Mais je lui dis la vérité sur l'enfant qu'elle avait fait exposer et sur le reste. Alors il chassa Alfsol de sa demeure et me proposa de quitter Svart pour être maîtresse à son foyer. Mais je lui conseillais bien plutôt de prendre une autre femme. Il épousa donc Herdis, ta mère, qui était plus jeune et plus belle que moi à cette époque. Tu sais qu'elle mourut à ta naissance. Je demandai à Gunnar de me permettre de t'élever. Il se plia à mon désir. Depuis lors, j'ai dirigé la maison. Tu ne l'ignores pas. Gunnar a pris soin de mes fils et les a affranchis. Il ne m'a fait que du bien depuis le jour où je l'ai rencontré. Chapitre 17.
Vigdis dit « Ce qui me paraît le plus étrange, c'est que tu sois resté chez le cerf à la merci duquel on t'avait livré. Moi, j'aurais demandé à Gunnar de le faire écarteler par des chevaux fougueux. » Aïssa répondit « Gunnar acquit un plus grand honneur en amenant au domaine une jeune épouse riche et bien née qu'en me gardant chez lui. Mais ce qui me décida surtout, c'est le fait d'avoir eu des enfants de Svart. Je ne voulais pas qu'on me prie encore une fois mes fils. » « Tu n'as pas le même caractère que moi, mère nourrice, » dit Vigdis et elle ajouta après un temps. « Mon père n'a pas été très heureux non plus d'avoir épousé ma mère et il le sera encore moins en apprenant que j'ai cet enfant. Laisse le petit où il est temps que Gunnar vivra, dit Aïssa. Plus tard, tu pourras le prendre près de toi et te réjouir de sa présence. Nous saurons bien nous arranger avec Karl. » Vigdis avait posé ses mains sur ses genoux et regardait le feu. « Je ne peux plus vivre dans l'angoisse et le désespoir, cherchant sans cesse un moyen d'échapper à mon destin. J'aimerais mieux risquer le pire qui ne sera d'ailleurs pas plus affreux que ma condition présente. » Elle ramassa le fichu, courut à la porte et appelant un homme qui fendait du bois dans la cour, elle lui dit « Porte ce fichu à Skoft et dis-lui de venir ici cette nuit même et de me rendre ce qu'il a trouvé en même temps que ce morceau de toile. » Puis elle rentra et s'assit près du foyer. Aïssa s'assit à son côté, les deux femmes restèrent longtemps sans rien dire, puis Aïssa s'écria « Il se passera des heures avant que Skoft ne puisse être ici. Nous ferions bien de nous coucher. »« Va te coucher, toi, répondit Vigdis. Aïssa se tut et ne bougea pas. Un peu plus tard, Vigdis répéta « Va te coucher, Aïssa. » La mère adoptive devina au ton de voix de Vigdis qu'il était inutile de lui résister. Elle se mit donc au lit mais ne s'endormit pas. Vigdis resta à sa place, elle ne faisait un mouvement que lorsque le feu menaçait de s'éteindre, alors elle remettait du bois et se rasseyait. La nuit se passa ainsi jusqu'au moment où les coqs se mirent à chanter. Alors quelqu'un frappa à la porte. « Va ouvrir, Aïssa, » dit Vigdis. Aïssa alla ouvrir et Skoft entra. Il portait dans ses bras l'enfant enveloppé de fourrure. Vigdis se leva et alluma un bâton résineux. Skoft défit les fourrures et éleva à la lumière l'enfant qui se mit à crier car il se réveillait à l'instant même. Vigdis le considéra un moment sans oser le toucher. Petit et mince pour son âge, il avait de longs cheveux noirs et des yeux bleus et lumineux. Il ressemblait beaucoup à Algiot. Skoft le posa par terre, voulant montrer que l'enfant savait se tenir debout quand on lui tenait la main, mais il ne pouvait pas marcher. Il ne cessait de pleurer en se cramponnant aux vêtements de son père adoptif. Vigdis jeta le bâton résineux dans le feu et se rassit à la place qu'elle occupait auparavant. Skoft dit, car le petit ne se taisait pas, « Il crie parce qu'il a sommeil. D'ordinaire, il est toujours sage. »« Couche-le donc, répondit Vigdis. Sinon, il va réveiller tout le domaine. » Aïssa le prit dans ses bras et voulut le porter jusqu'au lit, mais Vigdis dit alors « Je ne le veux pas dans ce lit. Trouve un autre coin pour lui. Et toi, Skoft, va te coucher dans la salle. Je te récompenserai pour ce que tu as fait plus que ne vaut cet enfant. » Aïssa étendit le petit garçon sur le banc et s'allongea elle-même auprès de lui. Vigdis resta debout toute la nuit. Chapitre 18. Aïssa Haraldsdatter alla trouver Gunnar dès le matin, tandis qu'il était encore couché. Elle pria les serviteurs de s'en aller et s'assit sur le bord du lit. Gunnar et elle s'entretinrent longtemps seul à seul. Après cette conversation, Gunnar se leva, s'habilla et se rendit à la maison de Vigdis. Celle-ci se leva précipitamment à l'entrée de son père. Elle était très pâle et dans une profonde anxiété. Mais Gunnar ne dit pas grand-chose, et Aïssa resta constamment près de lui. Il alla regarder le petit. « On voit bien qui est son père, dit-il. » Vigdis ne dit rien et Gunnar reprit. « Jusqu'à présent, je trouvais pénible le destin qui ne m'avait donné qu'un seul enfant et pas de fils. Mais je croyais t'avoir toujours témoigné de la tendresse et ne m'être jamais montré dur à ton égard. Je pensais te voir heureuse et honorée avant ma mort. Il eût été préférable que je fusse sans enfant plutôt que de t'entendre qualifier de putain et de voir ton bâtard grandir au domaine dans ma vieillesse. » Vigdis répondit « Tu dis vrai, père. Il aurait mieux valu que tu n'eusses pas de fille. » Gunnar ne dit plus rien et s'en alla. Je vais m'arrêter là pour cette lecture, pour cette première partie de lecture. Vous savez, je parlais de La Belle et la Bête, mais c'était la version dessin animé. Et en fait, j'ai un livre de contes que j'ai depuis que je suis toute petite. Et je voulais lire ce... pardon, je couvre le micro, pas... Pardon. Je disais, j'ai un livre de contes depuis que je suis toute petite et je vous avais parlé de La Belle et la Bête, mais La Belle et la Bête,
version dessin animé. On aurait pu faire aussi la version de Cocteau, mais j'en ai des souvenirs très lointains aussi. Et j'avais envie de lire le conte pour vérifier quelques petites choses. Voilà, en sachant qu'il a sûrement plusieurs versions. Mais avant cela, vous savez, est-ce que... Non, pas avant, parce que c'est les contes du crépuscule. À lire au crépuscule, donc on va attendre le crépuscule quand même s'il est déjà bien là. Alors, Ji-yoon, le tyranno rossé. Wang le chauve, orphelin depuis l'enfance, ne savait pas même son nom de famille. Élevé par sa tante, il prit le nom de Wang. C'était une brute sournoise et un fief évorien. Partout où il arrivait, tous les gosses couraient se cacher, chiens et poulets eux-mêmes n'en menant pas large. Un jour, qu'avec une bande de gredins de son acabit s'en revenait ivre de Gaochuan, il traversa de nuit le champ de tombe Nanengzi et fut arrêté par une troupe de fantômes. Ses comparses terrifiés se jetèrent à plat ventre. Seul le chauve se lança résolument sur les spectres pour en découdre. Un fantôme le rabroua. « Le chauve, fils indigne, je suis ton père. Tu oserais lever la main sur moi ?» Le chauve n'avait en effet pas reconnu son père et commença à être pris de doute, mais un autre fantôme fit chorus en grondant. « Moi aussi je suis ton père. Qu'attends-tu pour te prosterner ?» À quoi firent écho d'une seule voix tous les autres fantômes. Wang le chauve n'a fait aucun sacrifice sur la tombe de sa mère qui a échoué, famélique et abandonnée en ces lieux. Pour toutes les épouses qui sont ici, nous sommes tous ton père. Le chauve, pris de fureur, se mit à jouer des poings et de la savate, mais les adversaires qu'il touchait semblaient n'être que sacs de vent. Il sauta et bondit ainsi jusqu'au champ du coq, et alors, à bout de force, s'affala parmi les broussailles. Tous les démons ricanèrent. « Ah ah, le vaillant Wang le chauve n'en peut plus, et les gens du village ont enfin pu assouvir leur rancune. Si tu refuses de t'amender, nous t'attendrons ici un autre jour. » Le chauve absolument fourbu n'osa cette fois rien répliquer. Avec l'aurore, les fantômes se dissipèrent et les autres voyous le ramenèrent chez lui. Mais, de ce jour, s'en fut fait de sa bravoure et de ses fanfaronnades. Une nuit, il décampa avec femme et enfants et l'on perdit sa trace. Cette histoire n'est qu'une anecdote insignifiante, mais suffit à prouver que la brute, la plus féroce, finit immanquablement par trouver son maître. Si les hommes ne parviennent pas à la dompter, les démons, dépités, eux aussi, viennent leur prêter assistance pour le faire. La Belle et la Bête. Oh, je suis tombée sur la bonne page. Il y avait une fois un marchand extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Ces filles étaient très belles, la cadette surtout. On ne l'appelait quand elle était petite que la belle enfant, en sorte que le nom lui resta, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus jolie que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les 2 aînées avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. Mais les 2 aînées répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, si ce n'est avec un duc ou tout au moins un comte. Quant à la belle, elle remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser, mais leur répondit qu'elle était trop jeune et souhaitait rester avec son père. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien. Il ne lui resta qu'une petite maison de campagne loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller demeurer dans cette maison et qu'en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre. Ses 2 filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville et qu'elles avaient plusieurs soupirants qui seraient trop heureux de les épouser. Mais elles se trompaient. Leurs prétendants ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres. Elles ne méritent pas qu'on les plaigne, qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons. Pour la belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. C'est une si bonne fille, si douce, si honnête. Plusieurs gentilshommes voulurent l'épouser, mais la belle leur dit qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner son pauvre père. Dès qu'ils furent arrivés à leur maison de campagne, le marchand et ses fils se mirent à labourer la terre. La belle se levait à 4 heures du matin, se dépêchait de nettoyer la maison et de préparer le repas.
Quand elle avait fini, elle lisait, jouait du clavecin ou bien chantait en filant. Ses 2 sœurs, au contraire, se levaient à 10 heures et se promenaient toute la journée en regrettant le passé. Il y avait 1 an que cette famille vivait dans la solitude, lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui annonçait qu'un vaisseau, sur lequel il avait des marchandises, venait d'arriver heureusement au port. Cette nouvelle faillit tourner la tête aux 2 aînés, et quand leur père fut prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des fourrures, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. « Et toi, la belle, tu ne me demandes rien ?» lui dit son père. « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, je vous prie de m'apporter une rose, car il n'en vient point ici. » Le bonhomme partit. Pardon. Mais ses affaires tournèrent mal et il se retrouva aussi pauvre qu'auparavant. Sur le chemin du retour, il fut surpris par l'orage et, en traversant un grand bois, il se perdit. Tout à coup, au bout d'une longue allée d'arbres, il aperçut un château vers lequel il se hâta. Comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la belle lui en avait demandé une et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. En même temps, il entendit un grand bruit et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Ainsi, dit la bête d'une voix terrible, vous volez mes roses, que j'aime plus que tout au monde. Il faut mourir pour réparer cette faute. » Et le marchand se jeta à genoux et dit en joignant les mains, « Mon Seigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles. »« Je ne m'appelle point, mon Seigneur, répondit le monstre, mais la bête. Vous m'avez dit que vous aviez des filles ? Je vous pardonnerai donc, à condition qu'une d'elles vienne ici pour mourir à votre place. Ne raisonnez pas, partez, et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans 3 mois. » Le bonhomme n'avait pas l'intention de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre, mais il se dit « Du moins, j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. » Et il s'en fut. En peu d'heures, il arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui et le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de rose qu'il apportait à la belle, il la lui donna et lui dit « Belle, prends ces roses, elles coûteront bien cher à ton malheureux père. » Et il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, les 2 aînés jetèrent de grands cris et dirent des injures à la belle qui ne pleurait point. « Il serait fort inutile de pleurer, dit la belle. Puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles, je veux me livrer à toute sa furie et j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. Je suis charmé du bon cœur de la belle, intervint le marchand, mais je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre. Ainsi, je ne perdrai que quelques années de vie, que je regretterai seulement à cause de vous, mes chers enfants. Je vous l'assure, mon père, lui dit la belle, j'aime mieux être dévorée par ce monstre que de mourir de chagrin, du chagrin que me donnerait votre perte. On eut beau dire, la belle voulut absolument partir et ses sœurs en étaient charmées parce que ses vertus leur avaient inspiré beaucoup de jalousie. Les 2 méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit au château. Sur le soir, elle y arriva. Entrant dans la grande salle, elle trouva une table magnifiquement servie et se dit « La bête veut m'engraisser avant de me manger, puisqu'elle me fait faire si bonne chère. » Quand elle eut soupé, la bête parut. La belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible figure. Mais le monstre lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue, elle lui dit en tremblant que oui. « Vous êtes bien bonne, lui dit la bête, et je vous suis bien obligée. Bonne nuit, la belle. »« Bonne nuit, la bête. » Et le monstre se retira. La belle alla se coucher, croyant ne pas dormir de toute la nuit. Mais à peine fut-elle dans son lit que ses yeux se fermèrent. La belle, en s'éveillant, résolut de ne point se chagriner pour le peu de temps qu'elle avait à vivre, car elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir. Elle décida de visiter le château et fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle avait été écrit « Appartement de la belle ». Elle ouvrit cette porte et fut éblouie de la magnificence qui y régnait. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique. À midi, elle trouva la table mise. Pendant le repas, elle entendit un excellent concert, quoiqu'elle ne vit personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. « La belle, dit le monstre, acceptez-vous que je vous regarde souper ? » « Vous êtes le maître, répondit-elle en tremblant. « Non, reprit la bête. Il n'y a de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie. Je sortirai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez laid ? Cela est vrai, car je ne sais pas mentir, mais je crois néanmoins que vous êtes fort bon.
Vous avez raison, dit le monstre. Mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien que je ne suis qu'une bête. On n'est pas bête quand on croit n'avoir point d'esprit. Un sot n'a jamais su cela. Mangez donc la belle, lui dit le monstre, et tâchez de ne point vous ennuyer dans votre maison, car tout ici est à vous, et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté. Je vous avoue que je suis contente de votre bon cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid. Si j'avais de l'esprit, reprit la bête, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier. Mais je suis stupide. Tout ce que je puis vous dire, c'est que je vous suis bien obligée. La belle soupa de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur du monstre, mais elle manqua mourir de frayeur lorsqu'il lui dit « La belle, voulez-vous être ma femme ?» Elle fut quelque temps sans répondre. Elle avait peur d'exciter la colère du monstre en le refusant. Elle lui répondit pourtant « Non, la bête. »« Bonsoir donc, la belle. » Et la bête tristement sortit de la chambre en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. La belle, se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre bête. « Hélas, se dit-elle, c'est bien dommage qu'elle soit si laide. Elle est si bonne. » La belle passa 3 mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la bête lui rendait visite et l'entretenait pendant le souper. Chaque jour, la belle découvrait de nouvelles qualités dans ce monstre et, loin de craindre le moment de sa visite, elle regardait souvent sa montre pour voir s'il était bientôt l'heure de sa venue. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la belle, c'est que le monstre, avant de s'en aller, lui demandait toujours si elle voulait être sa femme et paraissait pénétré de douleur lorsqu'elle lui disait non. Elle lui dit un jour « Vous me chagrinez, la bête. Je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais. Je serai toujours votre amie. Tâchez de vous contenter de cela. » « Il le faut bien, répondit la bête. Je sais que je suis bien horrible, mais je vous aime beaucoup. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. Je pourrais bien vous promettre de ne jamais vous quitter tout à fait, mais j'ai tant envie de revoir mon père que je mourrais de tristesse si vous me refusez ce plaisir. J'aime mieux mourir moi-même, dit le monstre, que de vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre père, vous y resterez et votre pauvre bête en mourra de douleur. Non, lui dit la belle en pleurant, je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans 8 jours. Vous serez chez vous demain matin, dit la bête. Mais souvenez-vous de votre promesse. Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir. Adieu, la belle. Quand elle se réveilla le lendemain, elle se trouva dans la maison de son père et, ayant sonné une clochette qui était à côté de son lit, elle vit venir la servante qui poussa un grand cri en la voyant. Le bonhomme accourut et manqua mourir de joie en revoyant sa chère fille. Ils se tinrent embrassés plus d'un quart d'heure. La belle pensa qu'elle n'avait point d'habit pour se lever, mais elle trouva dans sa chambre un grand coffre plein de robes brodées d'or et garnies de diamants, cadeau de la bête. Elle prit la moins riche de ses robes et s'habilla. Pendant ce temps, on alla prévenir ses sœurs qui accoururent et manquèrent mourir de douleur quand elles virent la belle vêtue comme une princesse. Elles se disaient « Pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse que nous? Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle ?» Ma sœur, il me vient une idée. Tâchons de la retenir ici. Sa sotte bête se mettra en colère et peut-être qu'elle la dévorera. C'est gentil. Quand les 8 jours furent passés, les 2 sœurs s'arrachèrent les cheveux et firent tant les affliger que la belle promit de rester encore 8 jours. Cependant, elle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête, qu'elle aimait de tout son cœur. La 10e nuit qu'elle passa chez son père, elle vit en rêve dans le parc du château la bête couchée sur l'herbe et prête à mourir, qui lui reprochait son ingratitude. La belle se réveilla en sursaut. Ne suis-je pas bien méchante de lui donner tant de chagrin? Est-ce de sa faute si elle est laide? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout. Allons, il ne faut pas la rendre malheureuse. À ces mots, la belle mit sa bague sur la table de nuit et s'endormit. Elle se réveilla le matin dans le palais de la bête et courut aussitôt dans le jardin où elle l'avait vue en rêve. Elle la trouva étendue sans connaissance, mais sentit que son cœur battait encore. « Ma chère bête ne mourrez point, lui dit la belle. Vous vivrez pour devenir mon mari. Dès ce moment, je vous donne ma main. » À peine la belle eut-elle prononcé ces paroles que la bête disparut, remplacée par un prince plus beau que le jour qui lui dit «
Une très méchante fée m'avait jadis condamnée à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle fille consentit à m'épouser. En vous offrant ma couronne, je ne puis m'acquitter des obligations que je vous ai. Et il épousa la belle, qui vécut avec lui fort longtemps dans un bonheur parfait. Pardon, je regardais le conte suivant déjà. Mais en fait, je voulais voir si c'était la bête qui enlevait Belle et s'il la retenait prisonnière contre son gré. Mais en l'occurrence, tout ce que j'ai dit sur je ne sais pas dans quelle limite, mais il lui rappelle plusieurs fois en tout cas la liberté qu'elle a de pouvoir partir et elle vient volontairement. Mais bon, il y a quand même cette terreur d'être dévorée ou c'est pas très paisible tout de même. Allez, c'est parti pour mais à chaque fois qu'elle dit non, il respecte toutes ses volontés. Malgré tout. On ne peut pas lui enlever, hein. Bon, bien sûr, ils vécurent dans le plus grand bonheur. Ça s'arrête toujours au bon moment. Mais comme on aime les fins heureuses, tant mieux. Et pourquoi pas ? Pourquoi ils ne feraient pas partie de ces familles heureuses ? Puisque, après tout, ils arrivent à... Ils apprennent d'abord à se connaître et... à dépasser quelques épreuves et puis à communiquer plutôt honnêtement l'un envers l'autre. Alors pourquoi ils ne feraient pas partie de ces familles heureuses ? Sans qu'elle ait besoin non plus de tout sacrifier de ses passions. C'est plutôt pas mal, non ? Ah bah je tombe sur la chambre de la mariée et j'ai presque envie de dire ça. Oh, il est long, mais c'est pas grave, j'ai le temps, je crois. La chambre de la mariée, Charles Dickens. Alors, à quelle sauce il va me manger ce soir ? Je sais pas. La lune, il y a juste un tout petit quart de lune, c'est vraiment beau. Sur une sorte de... Ah, le mot m'échappe. Un camailleux de ciel, là. Pardon. La chambre de la mariée, Charles Dickens. La maison avait ce charme très particulier qu'ont les maisons véritablement anciennes. Partout, ce n'était que moulures, poutres et lambris anciens. Un magistral escalier ancien menait au premier étage à une galerie, ou plutôt un palier, bordé par une curieuse balustrade de vieux chêne, ou peut-être de vieilles acajou du Honduras. Aujourd'hui comme hier, et pour longtemps encore, une maison remarquablement pittoresque. Quelques sombres énigmes y semblaient tapies sous les panneaux de vieilles acajou dont les taches sombres évoquaient autant de lacs profonds, comme les lacs entre lesquels avaient poussé ces arbres, et qui, à la nuit tombée, lui donnaient un aspect fort mystérieux. Lorsque, poussant pour la première fois la porte, ils avaient pénétré dans la pénombre de l'élégant hall chargé d'histoire, Mr. Goodchild et Mr.
Idle avait été accueilli par une demi-douzaine de vieillards, tous pareillement vêtus de noir, qui d'un seul envol franchirent les marches aux côtés du maître de maison et de son valet, sans avoir l'air de les déranger, ni même de s'en préoccuper le moins du monde, et qui filèrent d'un trait de part et d'autre du vieil escalier, tandis que les invités entraient dans le salon qui leur était réservé. C'était une journée lumineuse et ensoleillée, mais Mr. Goodchild avait demandé, après avoir refermé la porte, « Qui diable peuvent bien être ces vieillards ?» Par la suite, pourtant, il avait remarqué lors de ses allées et venues que les vieillards avaient totalement disparu. Et depuis lors, pas un seul d'entre eux n'était réapparu. Les deux amis avaient passé là leur première nuit sans jamais les revoir. Mr. Goodchild avait inspecté les longs couloirs et jeté un œil par des portes entrebâillées sans y rencontrer aucun vieillard. Et les occupants de la maison ne semblaient pas attendre leur visite, ni s'inquiéter de leur absence. Une autre circonstance étrange frappa les deux visiteurs. C'est que pas un quart d'heure ne s'écoulait sans que quelqu'un poussât à la porte de leur maison. Sans hésitation, avec assurance même, elle s'entr'ouvrait puis s'ouvrait en grand, et chaque fois se refermait d'un coup sec sans un mot d'explication. Qu'ils aient été occupés à lire, à écrire, à manger, à boire, à dialoguer, à somnoler, constamment la porte s'ouvrait sans qu'on s'y attende, et lorsqu'il tournait le regard dans sa direction, elle se refermait d'un coup, sans que personne apparaisse. Lorsque cela se fut produit une 50aine de fois, Mr. Goodchild fit remarquer à son compagnon sur un ton badin « Je commence à croire, mon cher Tom, que ces 6 vieillards ont quelque chose de louche. » Vint le second soir. Ils avaient passé 2 ou 3 heures à écrire, ou en un mot à griffonner une partie des notes anodines d'où sont tirées ces quelques pages anodines, puis avaient posé leurs plumes. Entre eux se trouvait une table sur laquelle étaient posés quelques verres. La maison était paisible, toute porte fermée. Thomas Idle était étendu sur le sofa, la tête auréolée de légères volutes odorantes. Francis Goodchild était adossé à son fauteuil, les mains jointes derrière la tête et les jambes croisées. Autour de ses tempes flottaient les mêmes volutes. Ils étaient plongés depuis un bon moment dans une conversation qui avait abordé toutes sortes de futilités, y compris les étranges vieillards, lorsque Mr. Goodchild changea soudain de position pour remonter sa montre. Et dans l'état de sommeil qui les gagnait déjà, ce geste banal interrompit leur dialogue. Thomas Idle s'arrêta au beau milieu de sa phrase pour demander « Quelle heure est-il » ?« 1 heure, répondit Goodchild. Comme s'il avait donné l'ordre d'apparaître à l'un des vieillards et que cet ordre s'était vu exécuté sur le champ, comme l'étaient d'ailleurs tous les ordres dans ce remarquable hôtel, la porte s'ouvrit, un vieillard se tenait là. Il resta sur le seuil, la main sur la poignée de porte. « Revoici l'un des 6 vieillards, Tom » murmura « Revoici l'un des 6 vieillards, Tom » murmura Mr. Goodchild sur un ton surpris. « Vous désirez, monsieur ?»« Vous-même, monsieur, vous désirez ?» demanda le vieillard. « Je n'ai appelé personne. La cloche m'a appelé. » Il prononça le mot « cloche » avec force et solennité, comme s'il s'était référé à la cloche de l'église. « J'ai eu l'honneur de vous voir hier, si je ne m'abuse ?» demanda Mr. Goodchild. « Je ne saurais l'affirmer, » répondit le vieillard solitaire sur un ton macabre. « Je crois que vous m'avez vu, non ?»« Que je vous ai vu ?» fit le vieillard. « Oui, bien sûr, je vous ai vu, mais je vois beaucoup de gens qui ne me voient pas. » C'était un vieillard froid, lent, raide au teint terreux. Un vieillard cadavérique, avare de paroles. Un vieillard dont les paupières semblaient clouées grandes ouvertes. Un vieillard dont les yeux, de billes de feu, étaient aussi immobiles que s'ils avaient été fixés par 2 vis traversant tout le crâne et fixés par des boulons perdus dans ses cheveux gris. La nuit lui parut subitement si glaciale que Mr. Goodchild fut parcouru d'un frisson. Comme pour s'en excuser, il dit sur le ton de la plaisanterie « J'ai l'impression que l'on marche sur ma tombe. » « Non, non, dit l'étrange vieillard, il n'y a personne sur votre tombe. » Mr. Goodchild regarda Idle, mais celui-ci était toujours allongé parmi ses volutes de fumée. « Personne sur ma tombe ? Non, non, il n'y a personne sur votre tombe, je vous assure, dit le vieillard. Il était entré dans la pièce, avait fermé la porte et s'était assis. Au lieu de se plier en 2 pour s'asseoir, comme le font ordinairement les gens, il parut s'enfoncer tout droit dans la chaise comme s'il avait plongé dans l'eau. « Mon ami Mr. Idle, commença Mr. Goodchild, qui souhaitait vivement introduire une tierce personne dans la conversation. « Je suis au service de Mr. Idle, dit le vieillard sans le regarder.
Si vous vivez depuis longtemps dans cette maison, reprit Francis Goodchild, depuis longtemps, oui. Vous pourriez peut-être nous éclairer. Mon ami et moi sur un point qui nous troublait ce matin. C'est au château du village, je crois, que sont pendus les criminels. Je le crois, oui. Est-ce que les condamnés sont tournés vers ce beau paysage ? Non. Les condamnés sont tournés vers la muraille du château, répondit le vieillard. Au moment où la corde se resserre, vous voyez les pierres du mur se dilater puis se contracter brutalement. Et au même moment, vous sentez pareillement votre tête et votre poitrine se dilater puis se contracter. Puis le feu vous envahit, la terre vacille, le château bondit en l'air et vous chutez dans l'abîme. Sa cravate semblait le gêner. Il mit la main à sa gorge et s'étira le cou d'un côté puis de l'autre. C'était un vieillard au visage bouffi et dont le nez semblait à jamais replié de côté, comme s'il était fixé par quelques crochets traversant la narine. Mr. Goodchild se sentait particulièrement mal à l'aise. Il commença à trouver la nuit non plus glaciale mais étouffante. « Quelle évocation puissante !» fit-il observer. « Quelle sensation !» puissante, repartit le vieillard. À nouveau, Mr. Goodchild jeta un regard vers Thomas Idle. Mais celui-ci était toujours allongé, le visage attentivement tourné vers le vieillard, impassible. À ce moment précis, Mr. Goodchild crut voir des filaments de feu jaillir des yeux du vieillard pour venir se fixer sur les siens. Et Mr. Goodchild, l'auteur du présent récit de ses aventures, assure le plus solennellement du monde qu'à partir de cet instant, il eut l'impression d'être irrésistiblement contraint de regarder le vieillard en suivant ces filaments de feu. « Je dois vous confesser la chose, dit le vieillard en lui jetant un regard sinistre et glaçant. « Me confesser quoi ?» demanda Francis Goodchild. « Vous savez où cela s'est passé, juste là. » Mr. Goodchild n'aurait su dire alors, et ne sait toujours pas et ne le saura jamais, si le vieillard pointait du doigt la pièce juste au-dessus ou la pièce juste en dessous, ou quelque autre pièce de l'historique demeure, ou encore quelque autre pièce de quelque autre historique demeure de cette ville historique. Ce qui le troublait, c'est que l'index droit pointé par le vieillard avait paru plongé dans l'un des filaments de feu, s'enflammer et s'élever en l'air telle une flamèche. Puis, ayant ainsi pointé quelques directions, s'était éteint. « Vous savez qu'elle était jeune mariée, dit le vieillard. « Je sais qu'on va nous servir du gâteau de mariage, bredouilla Mr. Goodchild. On étouffe ici, non ?» Cette jeune mariée, dit le vieillard, était une jolie fille aux grands yeux naïfs et aux cheveux blonds pâles, dépourvue de tempérament et de volonté, une pauvre gamine faible, crédule, démunie et impuissante. Elle n'avait rien de sa mère, oh ça non, c'était de son père qu'elle tenait. Sa mère avait pris soin d'assurer tout le nécessaire pour elle-même et sa fille lorsque le père de celle-ci, qui n'était encore qu'une enfant, mourut. Non pas de maladie, mais de son impuissance à vivre. C'est alors que lui, notre homme, renoua les liens qui avaient existé entre la mère et lui qui avait été écarté au profit de cet homme aux grands yeux naïfs et aux cheveux blonds pâles. Écarté au profit de cet imbécile-là qui possédait une fortune. Mais lui pourrait tirer un trait sur tout cela en échange de cette fortune. Ce qu'il voulait en guise de dédommagement, c'était cette fortune. Il revint donc aux côtés de cette femme, se remit à la courtiser, ne la quitta plus et se soumit à tous ses caprices. Elle ne lui en épargna aucun et même en inventa tant et plus, il endura tout. Et plus il endurait, plus il voulait cette fortune en guise de dédommagement, et plus il était résolu à l'obtenir. Mais hélas, avant qu'il ne parvînt à ses fins, c'est elle qui se joua de lui. Un jour où elle lui criait ses ordres, elle eut une attaque et ne retrouva jamais ses sens. Puis une nuit, elle porta les mains à sa tête, poussa un cri, se figea, et après quelques heures passées dans cette attitude, elle mourut. Et cela avant qu'il ait pu obtenir sa fortune en guise de dédommagement. Que la peste l'emporte, pas un centime. Il l'avait haïe à chaque minute depuis qu'il avait renoué avec elle et avait attendu l'heure de sa revanche. Alors il imita sa signature sur un document par lequel elle laissait tous ses biens à sa fille, alors âgée de 10 ans, qui en serait seule propriétaire. Et il se désigna lui-même comme père adoptif de l'enfant. Puis il glissa le document sous l'oreiller sur le lit où reposait le corps et, en se penchant, il murmura à l'oreille de la morte qui ne pouvait plus l'entendre.
« Vous, madame l'orgueilleuse, cela fait bien longtemps que j'ai décidé que, morte ou vive, vous me deviez cette fortune en dédommagement. » Ils n'étaient plus que deux, lui-même et la jolie jeune fille aux grands yeux naïfs et aux cheveux blonds pâles, qui allait devenir la jeune mariée. Il la fit éduquer dans une vieille demeure retirée, à l'atmosphère sombre et opprimante. Il confia son éducation à une femme méfiante et fourbe. « Très chère madame, lui dit-il, voici un esprit à former. Accepterez-vous de m'aider dans cette tâche ?» Elle accepta en effet, en demandant elle aussi un dédommagement financier en échange de ses services, qui lui fut accordé. Je vais vous faire peur. La jeune fille fut élevée dans la crainte de cet homme, bien convaincue que jamais elle ne pourrait s'en libérer. On lui apprit à le considérer dès le départ comme son futur mari, l'homme qui, par devoir, aurait à l'épouser. C'était le noir destin qui pesait sur elle, le sort qui l'attendait et auquel elle ne pourrait échapper. Sous les doigts de l'homme et de la gouvernante, cette pauvrette était comme une cire douce et souple qu'il modelait comme il le voulait. Avec le temps, les traits qu'ils avaient modelés se durcirent, entrèrent et se fondirent en elle au point de ne plus pouvoir lui être arrachés sans lui arracher la vie. Elle passa 11 ans dans la sinistre demeure au jardin lugubre. Il jalousait jusqu'à l'air et la lumière qui lui parvenaient. Avec la gouvernante, ils la gardèrent enfermée. Il boucha les amples cheminées, fit voiler les étroites fenêtres, laissa un gros pied de lierre envahir la façade à sa guise, la mousse recouvrir les arbres fruitiers laissés à l'abandon dans le jardin clos, et les herbes folles prendre possession des allées gazonnées et fleuries. Il l'entoura d'images de douleur et de désolation. Il fit en sorte que la demeure et les rumeurs à son propos l'emplissent de terreur. Puis, sous prétexte de démentir ses histoires, il l'abandonnait à sa solitude ou la laissait frissonner d'angoisse dans le noir. Et quand elle était au stade ultime de l'abattement ou de la terreur, il surgissait de l'une des cachettes où il se postait pour l'espionner et se présentait à elle comme son seul sauveur. En apparaissant ainsi depuis ses plus tendres années comme la seule personne de sa connaissance qui fût douée du pouvoir d'ordonner et de consoler, du pouvoir d'emprisonner ou de libérer, il s'assura sur cette âme faible un ascendant total. Et alors qu'elle avait 21 ans et 21 jours, il ramena dans cette maison cette pauvre âme effrayée et soumise après l'avoir épousée 3 semaines plus tôt. Il avait entre-temps renvoyer la gouvernante, car il valait mieux qu'il s'acquitte tout seul de la tâche qui lui restait à accomplir. Par une nuit pluvieuse, il revint donc en ce lieu où il l'avait longuement préparé à ce mariage. Sur le seuil, en entendant les gouttes de pluie tomber du porche, elle se tourna vers lui pour lui dire « Oh monsieur, c'est l'horloge de la mort qui compte mes dernières minutes. »« Et alors, répondit-il, y pouvons-nous quelque chose ?»« Oh monsieur, fit-elle en retour, soyez bon pour moi, ayez pitié de moi. Je vous fais toutes mes excuses. Je ferai tout ce que vous voudrez si vous voulez bien me pardonner. » Ces mots étaient devenus le perpétuel refrain de cette pauvre fille. « Je vous fais toutes mes excuses. Pardonnez-moi, je vous en supplie. » Il ne ressentait pour elle que mépris. Elle ne méritait pas qu'on se donnât la peine de la détester. Mais cela faisait trop longtemps qu'elle faisait obstacle à ses plans. Cela faisait trop longtemps qu'il était à bout. Son entreprise touchait à sa fin. Il fallait la mener à bien. « Espèce d'idiote, monte dans ta chambre !» Elle s'exécuta sans attendre, en murmurant « Je ferai tout ce que vous voudrez. » Lorsqu'il arriva dans la chambre de la mariée, après avoir passé de longues minutes à barricader soigneusement la porte d'entrée, ils étaient seuls dans la maison, car ils s'étaient arrangés pour que le personnel de maison ne soit présent qu'en journée. Il la trouva blottie dans le coin le plus éloigné de la pièce, tapie contre le panneau de boiserie comme si elle avait voulu s'y enfoncer pour disparaître. Ses cheveux blonds pâles lui tombaient en désordre sur le visage, et elle le fixait de ses grands yeux qu'envahissait une terreur indéfinie. « Que crains-tu ? Viens t'asseoir à côté de moi. » Elle débita sur le ton plat qui lui était devenu habituel. « Je ferai tout ce que vous voudrez. Je vous fais toutes mes excuses, monsieur, pardonnez-moi. Hélène, voici un texte que tu devras recopier entièrement de ta main demain.
Il est souhaitable que l'on te voie pendant que tu seras occupé à le recopier. Quand tu auras tout mis au propre et que tu auras corrigé toutes les fautes, fais venir 2 personnes parmi les gens qui seront dans la maison et signe le document sous leurs yeux. Puis mets-le bien à l'abri dans ton corsage et lorsque je viendrai demain soir, remets-le-moi. Je ferai tout cela de mon mieux, je ferai tout ce que vous voudrez. Alors pourquoi trembler et frissonner ainsi ? J'essaierai de ne pas trembler ni frissonner, si seulement vous voulez bien me pardonner. Le lendemain, elle s'assit à son secrétaire et exécuta ses ordres. Il traversa la pièce à plusieurs reprises pour l'observer et chaque fois, il la vit occupée à écrire lentement et avec grande application. Cherchant à bien s'acquitter de sa tâche, elle répétait à mi-voix les mots qu'elle recopiait d'un geste apparemment machinal, sans vouloir essayer de les comprendre. Il constata qu'elle suivait à la lettre toutes les directives qui lui avaient été données. Et ce soir-là, lorsqu'ils furent à nouveau seuls dans la chambre de la mariée et qu'il installa son fauteuil auprès de l'âtre, elle quitta sa chaise à l'autre bout de la pièce, s'approcha timidement, tira le document de son corsage et le déposa dans sa main. Ce document léguait tous ses biens à son mari si jamais elle décédait. Il l'obligea à se poster bien en face de lui pour pouvoir examiner son visage et lui demanda par ces quelques mots « Pas un de plus, pas un de moins. » Le savais-tu ? Elle acquiesça d'un signe de tête. Il y avait des taches d'encre sur le corsage de sa robe blanche qui faisaient paraître son teint encore plus livide et ses yeux encore plus grands. Et il y avait aussi des taches d'encre sur la main qui pliait et dépliait nerveusement sa jupe devant lui. Il la saisit par le bras en plantant violemment les yeux sur elle. « Et maintenant, meurs, j'en ai fini avec toi !» Elle s'effondra en poussant un cri sourd et étouffé. « Je ne veux pas te tuer, je ne veux pas risquer la prison pour toi, meurs !» Et jour après jour, nuit après nuit, il resta assis dans la lugubre chambre de la mariée. Cet ordre se lisait distinctement sur son visage, sans qu'il ait plus besoin de le formuler. Lorsqu'elle cessait de se lamenter, la tête entre les mains, et levait ses grands yeux vides de toute expression vers lui, qui était assis dans son fauteuil, l'air fermé, bras croisés et front plissé, ils y lisaient ce mot. Lorsqu'elle en revenait à sa vieille supplique qu'on lui pardonnât, la réponse était « Meurs !» Et lorsqu'elle avait réussi à affronter toute la longue nuit en veillant et que le soleil levant projetait ses rayons rougeoyants dans la pièce sombre, il était accueilli par ces mots « Encore une nouvelle journée, et tu es toujours vivante ? Meurs !» Enfermée dans cette maison déserte, à l'écart de toute humanité et abandonnée à ce combat sans répit, sa situation se résumait à cette simple alternative. C'était à l'un des deux de mourir, soit lui, soit elle. Le sachant parfaitement, il concentrait toutes ses forces contre cette faible créature. Au fil des heures, il ne cessait de l'empoigner par le bras, un bras couvert de bleu à force d'être ainsi saisi pour lui ordonner « Meurs !» ce qui arriva avant l'aube, un jour de grand vent. Il calcula qu'il pouvait être environ 4h30 du matin. Mais il ne pouvait en être certain car il avait négligé de remonter sa montre et elle s'était arrêtée. Durant la nuit, la jeune mariée avait échappé à sa surveillance et s'était mise pour la toute première fois à pousser de grands cris. Il avait dû lui plaquer les 2 mains sur la bouche pour la faire taire. Après quoi, elle s'était affalée dans un coin de la pièce et était restée prostrée contre le lambris. Il l'avait laissée là et était retourné s'asseoir dans son fauteuil, bras croisés et front plissé. Plus pâle encore dans la lueur pâle de l'aube, plus livide que jamais dans la lumière grise du matin, il la vit s'approcher en se traînant sur le sol, poussant avec hésitation d'une main crispée un amas de cheveux et de vêtements où luisaient des yeux hagards. « Oh, je vous fais toutes mes excuses, je ferai tout ce que vous voudrez, monsieur, mais je vous en supplie, laissez-moi vivre. »« Meurs ! Est-ce votre ultime décision ? Laissez-moi encore un espoir. » Ses grands yeux se contractèrent de peur et de saisissement, puis peur et saisissement se muèrent en reproche, et le reproche en une expression totalement vide. C'en était fini. Mais avant de bien réaliser que c'en était fini, ce qu'il vit tout d'abord lorsqu'il baissa les yeux vers elle et souleva son corps pour le déposer sur le lit, ce furent les joyaux scintillants que la lumière du petit jour accrochait dans ses cheveux, tels des diamants, émeraudes et rubis. Il l'enterra rapidement. Et voilà, ils avaient tous disparu et il tenait enfin son dédommagement.
Il envisageait de partir en voyage, non pas qu'il ait voulu dépenser son argent, car il était avare, et il aimait tendrement sa fortune. C'était d'ailleurs la seule chose qu'il eût aimée tendrement. Mais il ne supportait plus cette maison sinistre, il voulait s'en éloigner et l'oublier pour toujours. Oui. Mais la maison valait de l'argent, et il fallait économiser l'argent. Aussi, il décida de la vendre avant de partir. Et pour en tirer un meilleur prix, il convenait de lui donner un air moins misérable. Il engagea des ouvriers pour débroussailler le jardin à l'abandon, débarrasser le bois mort, tailler le lierre dont les lourdes branches occultaient fenêtres et pignons, et dégager les allées où les herbes folles montaient à mi-cuisse. Lui-même, armé d'une faucille, besognait avec eux, poursuivant ses efforts plus tard que tous. Un soir, il resta seul à travailler à la tombée de la nuit. C'était un soir d'automne. La jeune mariée était morte depuis 5 semaines. « Il fait trop nuit pour continuer à travailler, dit-il. C'est assez pour ce soir. » Mais il répugnait à rentrer dans cette maison qu'il détestait. En jetant un coup d'œil au porche aussi sombre qu'un caveau, il sentit que planait sur cette maison quelque malédiction. À côté du porche, près de l'endroit où il se tenait, se trouvait un arbre dont les branches se balançaient devant la vieille baie vitrée de la chambre de la mariée, où la chose avait eu lieu. Tout à coup, il sursauta. L'arbre s'était agité. Puis, à nouveau, il s'agita, alors même qu'il n'y avait pas un souffle de vent. Il leva les yeux. Là, dans les branches, il y avait quelqu'un. Monté dans l'arbre, un homme le regardait d'en haut, lui, qui le regardait d'en bas. Dans un craquement et un mouvement de branche, l'inconnu descendit prestement et sauta sur ses pieds, juste devant lui. C'était un homme jeune et svelte, à peu près du même âge que la mariée, aux longs cheveux châtain clairs. Agrippant l'inconnu au col, il cria « Quel est ce voleur ?» Le geste du bras que fit le jeune homme pour se dégager le heurta à la face et au cou. Ils s'empoignèrent, mais le jeune homme se libéra d'un bond en arrière et s'écria avec une horreur évidente « Ne me touchez pas, je préférerais que la main du diable se pose sur moi !» Lui se tenait immobile, faucille en main, à regarder le jeune homme. Dans les yeux de celui-ci brillait exactement le même regard que celui que lui avait lancé la jeune mariée en mourant. Un regard qu'il pensait bien ne jamais revoir. « Je ne suis pas un voleur du tout. Et même si je l'étais, je ne voudrais pas un centime de votre fortune, même si elle pouvait me décrocher la lune, espèce d'assassin. »« Quoi ? Cet arbre, dit le jeune homme en le désignant du doigt. Cela fait presque 4 ans que j'y suis monté pour la première fois. C'est pour elle que j'y suis monté, pour la regarder. Je l'ai vue, je lui ai parlé. Et ensuite, je suis monté souvent pour la contempler et lui parler. J'étais encore un gamin qui se cachait dans le feuillage, quand elle m'a donné ceci par la baie vitrée. » Il montrait une tresse de cheveux blond pâle, nouée par un ruban de crêpe noire. Toute sa vie n'a été qu'un long deuil. Elle m'a donné cette tresse en souvenir pour montrer qu'elle était morte pour la terre entière, sauf pour vous. Si j'avais été plus vieux, si je l'avais vue plus tôt, j'aurais pu la sauver de vos griffes. Mais elle était déjà prise à votre piège quand j'ai escaladé cet arbre pour la première fois. Et que pouvais-je faire à ce moment-là pour briser le piège ? À ces mots, il se mit à pleurer et à crier, d'abord à mi-voix, puis de toutes ses forces. « Assassin ! Je suis monté dans cet arbre la nuit où vous l'avez ramené ici. Depuis cet arbre, je l'ai entendu parler de l'horloge de la mort qui l'attendait à la porte. Et par 3 fois, je suis monté dans cet arbre pendant que vous la gardiez enfermée avec vous pour la tuer à petit feu. Depuis cet arbre, je l'ai vue gisant morte sur son lit. Depuis cet arbre, je vous ai surveillé pour avoir des traces et des preuves de votre crime. Comment vous vous y êtes pris, je continue à l'ignorer, mais je vous poursuivrai jusqu'au jour où vous devrez remettre votre vie aux mains du bourreau. Jamais vous ne serez débarrassé de moi avant. Je l'aimais. Jamais je ne vous laisserai en paix. Assassin ! Je l'aimais. » Le jeune homme était tête nue, car son chapeau avait voltigé à terre lorsqu'il était descendu de l'arbre. Il fit un pas en direction de la porte du jardin. Pour y arriver, il devait passer devant l'autre, lui. Il y avait assez de place pour faire passer 2 anciens attelages de chevaux. Et la bordure gazonnée était assez large pour que le jeune homme se tienne à distance de lui. Mais son visage et toute sa personne exprimaient un dégoût évident et insupportable. Lui, je veux dire notre homme,
n'avait pas fait le moindre geste depuis qu'il s'était immobilisé pour toiser le jeune homme. Mais à cet instant, il pivota pour le regarder partir. Le garçon était maintenant de dos et son chapeau envolé seul se voyait sa chevelure châtain clair. C'est alors que lui vit un arc rouge bondir de sa propre main. Il sut, avant même de lancer la faucille, à quel endroit elle avait frappé. Je dis bien avait frappé, et non allait frapper, car il était bien conscient que les choses s'étaient passées avant qu'il ne bouge. Le garçon gisait déjà face contre terre, la faucille plantée profondément dans le crâne. Alors lui, il enterra le corps durant la nuit au pied de l'arbre, et dès les premières lueurs de l'aube, il s'employa à retourner tout le sol autour de l'arbre, rabattant et taillant à grands coups les buissons et les taillis environnants. Lorsque arrivèrent les jardiniers, il n'y avait plus rien de suspect, et de fait, on ne suspecta rien. Mais il avait suffi de ce moment pour que soient déjouées toutes ses précautions et que soit anéantie la belle stratégie qu'il avait si longuement mûrie et si parfaitement menée à bien. Il s'était débarrassé de la mariée et s'était approprié sa fortune sans prendre le moindre risque. Et voilà qu'avec ce crime dont il ne pourrait tirer aucun avantage, il était condamné à vivre pour toujours avec la menace d'une corde au cou. Par-dessus tout, il était prisonnier de cette maison horrible et funèbre qu'il ne supportait plus, mais où il était bien obligé de vivre, car il ne pouvait ni la vendre ni la quitter, de peur que l'on y découvrît quelque chose. Il engagea à son service un vieil homme et sa femme, et continua à vivre dans cette maison qu'il redoutait. Mais pendant longtemps, c'est le jardin qui le laissa dans le plus grand dilemme. Quel était le meilleur plan pour éviter d'attirer l'attention sur lui ? L'entretenir soigneusement ou au contraire le laisser retourner à l'état d'abandon dans lequel il l'avait initialement trouvé ? Il adopta la position intermédiaire qui consistait à s'en occuper lui-même lors de ses moments d'oisiveté en fin de journée, en demandant alors son aide à son vieux domestique, mais sans jamais, bien sûr, laisser celui-ci y travailler seul. Et il s'improvisa une petite tonnelle contre l'arbre où il pouvait s'asseoir pour surveiller l'endroit. Au fil des changements de saison, l'arbre changeait lui aussi, et lui y percevait des dangers toujours changeants. À la période où poussaient les jeunes feuilles, il croyait voir les branches les plus hautes suggérer la présence du jeune homme, ou plutôt dessiner la forme exacte de sa silhouette, assise dans la fourche de 2 branches qui se balançaient dans le vent. À la période où tombaient les feuilles, il croyait les voir former des lettres suggérant quelques messages sur le chemin où elles s'abattaient. Ou bien elles avaient tendance à s'amonceler à la manière d'un monticule au-dessus de l'endroit où gisait le corps. En hiver, lorsque les arbres étaient nus, il croyait voir les branches reproduire par leur oscillation le coup que le jeune homme lui avait donné, et croyait y voir une menace explicite aux yeux de tous. Au printemps, lorsque la sève montait dans le tronc, il se demandait si elle entraînerait avec elle des particules de sang desséchées pour dessiner cette année encore, plus clairement que les années précédentes, la silhouette du jeune homme caché dans les feuilles et se balançant dans le vent. Malgré cela, il fit prospérer son argent, encore et toujours. Il se lança dans la traite négrière, le commerce de la poudre d'or et la plupart des négoces secrets les plus profitables. En 10 ans, il avait si bien fait prospérer son argent que les marchands et les transporteurs qui faisaient affaire avec lui ne mentaient pas, pour une fois, lorsqu'ils disaient qu'il avait augmenté sa fortune de 1200%. Voilà un siècle qu'il amassa cette fortune. Et à cette époque, il n'était pas difficile pour quelqu'un de disparaître. Il avait appris l'identité du jeune homme, car des recherches avaient été lancées pour le retrouver. Mais celles-ci n'avaient pas abouti et tout le monde avait oublié l'individu. Depuis la nuit où il l'avait enterré au pied de l'arbre, 10 saisons successives avaient passé, et avec elles 10 séries de métamorphoses de l'arbre. Puis un jour, un redoutable orage frappa à cet endroit. Il se déclencha à minuit et fit rage jusqu'à l'aube. Et ce matin-là, le vieux domestique vint l'informer que la foudre s'était abattue sur l'arbre. Elle avait fendu le tronc en 2 avec une force stupéfiante et celui-ci gisait en 2 lambeaux calcinés. L'un était tombé contre la maison, l'autre avait éventré en s'écroulant une portion du vieux mur de briques du jardin. L'arbre était ouvert en 2 sur toute sa hauteur, mais un peu au-dessus du sol, la cassure s'arrêtait net. Le spectacle attirait de nombreux curieux. Et saisi à nouveau par toutes ses craintes anciennes, il se posta dans sa tonnelle pour surveiller les badauds venus contempler le triste spectacle.
Très vite, ils commencèrent à affluer en quantité si inquiétante qu'il ferma le portail du jardin et refusa de laisser entrer quiconque. Mais des scientifiques se présentèrent, venus de loin dans le but d'examiner l'arbre. Maudit soit le jour où il les fit entrer, car il les fit entrer. Que la peste les emporte. Ils voulaient arracher la souche par les racines pour faire des observations sur celle-ci ainsi que sur la terre au pied de l'arbre. Lui vivant jamais. Alors ils lui offrirent de l'argent. Eux, des scientifiques, qu'il aurait pu s'acheter par dizaines d'un seul trait de plume. Il les reconduisit au portail du jardin, le ferma à clé et le barricada. Cependant, les scientifiques n'avaient pas l'intention d'abandonner leur projet, et ils achetèrent la confiance du vieux domestique, ce scélérat, cet ingrat, qui se plaignait d'être sous-payé chaque fois qu'il recevait son salaire. Ils s'introduisirent de nuit dans le jardin, armés de lanternes, de bêches et de pelles, et s'attaquèrent à l'arbre. Lui dormait dans sa chambre, qui se trouvait dans une tourelle de l'autre côté de la maison. Depuis sa disparition, il avait déserté la chambre de la mariée. Mais il fut assailli en rêve par des images de bêches et de pelles et se leva. Il s'approcha d'une fenêtre du premier étage qui donnait sur le jardin et d'où il pouvait voir les hommes avec leurs lanternes. À côté... J'attends qu'il se décale. À côté d'un gros tas de terre meuble, la terre qu'il avait lui-même retournée puis remise en place la dernière fois qu'elle avait été exposée à l'air. Ils avaient découvert la chose. Ils venaient à l'instant même de tomber dessus. Tous se penchaient pour regarder. L'un d'eux constata « Le crâne a été fracassé ». Un deuxième « Regardez des os » et un autre encore « Regardez des vêtements ». Puis le premier donna un nouveau coup de bêche et s'écria « Il faut s'y le rouiller ». Lui se rendit compte le lendemain qu'on l'avait placé sur stricte surveillance et qu'il lui était impossible d'aller où que ce soit sans être suivi. Avant la fin de la semaine, on vint l'arrêter et l'emprisonner. On reconstitua peu à peu les circonstances du crime, avec à son encontre une hostilité acharnée et une ingéniosité accablante. Voyez avec quelle ironie la justice des hommes lui fut appliquée. Il fut également accusé d'avoir empoisonné la jeune fille de la chambre de la mariée. Lui, qui avait déployé tant d'efforts maniaques pour ne pas mettre en péril un seul de ses propres cheveux. On n'avait pas encore déterminé pour lequel des deux crimes il serait traduit en justice. On retint finalement celui du jeune homme qu'appuyaient des preuves. Il fut déclaré coupable et condamné à mort. Bande de misérables assoiffés de sang. Ils étaient tellement déterminés à le voir pendu qu'ils l'auraient déclaré coupable de tout et n'importe quoi. Toute sa fortune échoua à le sauver, et il fut pendu. Ou plutôt, je fus pendu. Car cet homme, c'est moi. Il y a 100 ans de cela, j'ai été pendu dans la forteresse de Lancaster, le visage tourné vers la muraille. À cette annonce effrayante, Mr. Goodchild voulut se lever pour appeler à l'aide, mais il était cloué à son siège par les 2 filaments de feu que les yeux du vieillard avaient plantés dans ses pupilles. Et pas un son ne sortit de sa gorge. Son sens de l'ouïe, en revanche, semblait exacerbé et il entendit le clocher sonner 2 heures. Dès que les 2 coups eurent retenti, il vit devant lui non plus un, mais 2 vieillards. 2. Les yeux de l'un et l'autre étaient reliés aux siens par 2 rubans de feu. L'un et l'autre s'adressaient à lui à la même seconde exactement, l'un et l'autre grinçant des dents avec la même grimace et la même narine perforée, le même teint empourpré. 2 vieillards, en tout point pareils, et pourtant apparaissant bien en double, la copie tout aussi nette que l'original, le second tout aussi réel que le premier. « À quelle heure, demandèrent ces 2 vieillards, vous êtes-vous présentés à la porte d'entrée ?»« À 6 heures. » Il y avait 6 vieillards dans l'escalier. Mr. Goodchild essuya, ou du moins tenta d'essuyer les gouttes de transpiration qui coulaient sur son front, tandis que les 2 vieillards continuaient d'une seule et même voix et en parlant au singulier. « Mon corps a été autopsié, mais avant même qu'on ait rassemblé les morceaux de ma dépouille et qu'on m'ait suspendu à un grappin d'acier, il commença à se murmurer que la chambre de la mariée était hantée. Et c'est bien vrai, elle était hantée, et c'est moi qui me trouvais dans la pièce. Ou plutôt, nous étions tous 2 dans la pièce, elle et moi. Moi dans mon fauteuil au coin du feu, et elle, redevenue loque blanche, rampant péniblement vers moi. Seulement cette fois, ce n'est plus moi qui parlais, c'était elle. Et le seul mot qu'elle me répétait du milieu de la nuit jusqu'au petit matin, c'était « vie ». Le jeune homme était là, lui aussi, grimpé dans l'arbre devant la fenêtre et se balançant devant la lune au rythme des oscillations de l'arbre. Et depuis, il reste là, à mes pieds dans ma détresse.
et au gré de ses balancements dans la lumière blafarde et les ombres bleutées, on entreaperçoit sur sa tête découverte une fossile plantée en biseau dans ses cheveux. Dans la chambre de la mariée, toutes les nuits, de minuit jusqu'à l'aube, à l'exception d'un mois dans l'année, comme je vais vous l'expliquer, sous les yeux du garçon caché dans son arbre, elle rampe dans ma direction, en s'approchant toujours, mais sans jamais arriver jusqu'à moi, en se détachant toujours dans une clarté lunaire, que la lune brille ou non, et en prononçant toujours cet unique mot, de minuit jusqu'à l'aube, vie. Cependant, le mois précis où je fus exécutée, ce mois de 30 jours dans lequel nous sommes, la chambre de la mariée reste calme et déserte, mais pas mon ancien cachot, et pas les pièces de la maison où je passais 10 ans dans une perpétuelle angoisse. Dans ces lieux vont et viennent les esprits. À 1h du matin, je suis un vieillard, celui qui vous est apparu lorsque le clocher a sonné 1h. À 2h du matin, je suis 2 vieillards, à 3h 3 vieillards, et ainsi de suite jusqu'à midi où je suis, devrais-je dire nous sommes, 12 vieillards, un pour chaque centième de la fortune que j'avais amassée. Et chacun de ces 12 hommes endure 12 fois ma détresse passée et les souffrances de mon agonie. Et de midi à minuit, sous la forme de ces 12 vieillards torturés et rongés d'angoisse, j'attends la venue du bourreau. Et à minuit, ces 12 vieillards invisibles pendent sans vie sous les murs de la forteresse de Lancaster, le visage tourné vers la muraille. Lorsque la chambre de la mariée a commencé à être hantée, il m'a été révélé que ce supplice ne cesserait que le jour où je parviendrais à raconter mon histoire, y compris ce supplice lui-même, à 2 hommes à la fois, venus du monde des vivants. Aussi, année après année, j'ai attendu que 2 hommes venus du monde des vivants viennent partager pour une nuit la chambre de la mariée. Je sais, même si j'ignore par quel moyen je l'appris, que si 2 hommes du monde des vivants se trouvent dans cette chambre à 1h du matin, les yeux encore ouverts, ils me verront m'asseoir sur cette chaise. À la longue, la rumeur qui disait cette chambre hantée a amené 2 hommes à tenter l'aventure. Il était minuit et j'avais tout juste pris ma place dans l'âtre, où semblaient m'attirer les flammes qui me ramenaient à la vie, lorsque je les entendis monter l'escalier. L'un d'eux était un homme dans la force de l'âge, aux alentours de 45 ans, hardi, jovial et vif. Le second était plus jeune, d'une 12aine d'années. Ils avaient apporté un panier de provisions, ainsi que des boissons, et étaient accompagnés d'une jeune femme qui portait du bois et des braises pour allumer le feu. Quand celui-ci eut pris, l'homme hardi, jovial et vif la raccompagna sur le palier, s'assura qu'elle descendait l'escalier sans encombre et revint en riant. Il ferma la porte à double tour, parcourut la pièce du regard et déposa le contenu de son panier sur une table placée devant la cheminée, sans s'apercevoir que, posté dans l'âtre, j'étais tout près de lui. Et après avoir rempli des verres, se mit à manger et à boire, de même que son compagnon. Et même si c'est le premier qui dirigeait les opérations, le second était d'humeur tout aussi légère et sereine. Après avoir fini de dîner, ils posèrent des pistolets sur la table, se rapprochèrent du feu et commencèrent à fumer des pipes de fabrication étrangère. Ils avaient fait le voyage ensemble, avaient partagé bien des expériences et avaient énormément de choses en commun. Au milieu de leur conversation enjouée, le plus jeune avait remarqué que le premier, le plus déterminé, était toujours partant pour quelque aventure, que ce soit celle-ci ou une autre. Le premier corrigea. « Pas tout à fait, Dick. Je n'ai peur de rien, sauf de moi-même. » Cela parut assombrir un peu l'humeur du plus jeune, qui lui demanda ce qu'il entendait par là. « Eh bien, répondit le premier, nous voulons prouver que ce fantôme n'existe pas. En fait, je ne réponds pas de ce qu'inventerait mon imagination si j'étais seule, ou des tours que je me jouerais, ou des tours que me joueraient mes sens s'ils étaient entièrement maîtres de moi. Mais en compagnie de quelqu'un, et en particulier de toi, Dick, je serais prêt à affronter tous les fantômes jamais connus. » « Je ne pensais humblement pas être si important ce soir, fit l'autre. Si important, reprit le premier sur un ton plus grave qu'auparavant, que je n'aurais jamais envisagé de passer la nuit ici tout seul, toujours pour cette même raison. » Il restait quelques minutes avant que le clocher sonnât 1h. Le plus jeune dodelinait de la tête depuis la dernière remarque et commençait à fermer les yeux. « Dick, ne t'endors pas !» lui enjoignit le plus déterminé sur un ton encore léger. « Ce sont les heures juste après minuit qui sont les plus difficiles à passer.
L'autre, malgré tous ses efforts, continuait à piquer de la tête. « Ne t'endors pas, Dick !» le pressa le premier. Dans un murmure à peine compréhensible, Dick expliqua « Je n'y arrive pas. C'est étrange, c'est plus fort que moi. Oh. » Son compagnon le regarda avec dans les yeux une expression horrifiée. Et moi aussi, à ma manière, je me sentis horrifiée. Car 1h du matin allait bientôt sonner et je sentais que le plus jeune s'était abandonné à mon influence maléfique qui le condamnait à s'endormir et me condamnait aussi moi-même. « Lève-toi pour aller faire quelques pas, Dick !» lui cria le plus décidé. « Essaye au moins !» Il alla jusqu'à saisir le dossier de la chaise pour secouer son compagnon, mais en vain. 1h sonna, et seul restait devant moi le plus âgé, pétrifié. Pour lui seul, j'étais condamnée à raconter mon histoire, sans aucun espoir de salut. Pour lui seul, j'apparaissais comme un fantôme effrayant, lui confessant mon histoire. Pour rien. Je pressens qu'il en sera toujours ainsi. Jamais ne viendront me délivrer 2 mortels unis à mon écoute. Dès que j'apparais, l'un des 2 sombre dans le sommeil, il ne peut plus ni me voir, ni m'entendre. Je suis condamnée à toujours parler à un auditeur solitaire. Pour rien. Ah. Je suis maudit. 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 Tout d'un coup, Mr. Goodchild réalisa dans quelle horrible situation il se trouvait, seul face à ces 2 vieillards qui se tordaient les mains de désespoir, en d'autres termes, seul avec le spectre, car il réalisait que Mr. Idle avait été plongé dans un état de léthargie par le charme qui se déclenchait au tout premier coup après minuit. Cette brutale prise de conscience l'emplit d'une terreur tellement indicible qu'il se mit à se débattre de toutes ses forces pour se libérer des 4 filaments de feu qui l'emprisonnaient et, à force de tirer dessus, il parvint à les faire céder. Ainsi libéré, il s'empara de Mr. Idle qui restait étendu sur son sofa et se précipita dans les escaliers en le portant. « Mais qu'est-ce qui te prend, Francis ? Mais qu'est-ce qui te prend, Francis ?» gémit Mr. Idle. « Ma chambre n'est pas en bas, où est-ce que tu m'emmènes, bon sang ? Je peux marcher avec ma canne, je n'ai pas besoin qu'on me porte, pose-moi par terre. » Mr. Goodchild le posa à terre dans le hall d'entrée et jeta autour de lui un regard hagard. « Mais qu'est-ce que tu fais à t'en prendre à moi comme si tu étais en train de plonger à la rescousse d'une dame en détresse, au péril de ta vie ?» demanda Mr. Idle sur un ton exaspéré. « Le vieillard solitaire !» cria Mr. Goodchild, l'air égaré, et puis ensuite « 2 vieillards !» Tout ce que Mr. Idle daigna répondre, c'est « la vieillarde, tu veux dire ?» Il commença à remonter les marches d'un pas chancelant en s'agrippant à l'imposante balustrade. « Je t'assure, Tom, » commença Mr. Goodchild en essayant de l'aider, « que depuis que tu t'es endormi... »« Ah, en voilà une bonne, » fit Thomas Idle. « Moi qui n'ai pas fermé l'œil. » Avec la mauvaise foi typique des gens un peu honteux d'avoir été surpris à somnoler en dehors de leur lit, comme cela peut arriver à tout le monde, Mr. Idle s'entêta à répéter qu'il n'avait pas fermé l'œil. Et c'est la même mauvaise foi qui poussa Mr. Goodchild lorsque Idle l'accusa de s'être lui aussi assoupi à récuser l'accusation sur le même ton de dignité offensée. Cette polémique compliqua notablement la question de savoir s'il y avait eu là un seul ou 2 vieillards et rendit rapidement impossible toute conclusion claire. Mr. Idle pensait que tout cela avait été inspiré par le gâteau de mariage qu'on leur avait servi, mêlé à des bribes éparses de leurs activités et de leurs pensées de la journée précédente. Et comment était-ce possible puisqu'il n'avait pas succombé au sommeil ? De quel droit Mr. Idle, qui lui s'était bel et bien endormi, pouvait-il déclarer de telles choses ? À quoi Mr. Idle répondit qu'il ne s'était pas endormi. Non, jamais cela ne lui arrivait. C'était Goodchild qui s'endormait en règle générale. Sur ces mots, ils se quittèrent, légèrement offusqués, à la porte de leurs chambres respectives. Mr. Goodchild conclut en disant qu'il avait bien senti et vécu, dans le vieux salon bien réel et concret de cette auberge bien réelle et concrète, à Mr. Idle. Mr. Idle n'allait tout de même pas en contester l'existence. Absolument tous les incidents dont le récit va s'achever dans une ligne ou 2, et d'ailleurs, il les mettrait par écrit pour les publier, en racontant absolument tout. « Mais faites donc !» lui rétorqua Mr. Idle. Il le fit donc, et c'est exactement ce que vous venez de lire. Voilà. Bon, eh bien, je crois que je les avais pris au hasard. Celui-ci et celui-ci.
je veux dire, le conte crépusculaire de Dickens et celui de Ji-Hoon. Et ils se répondent bien. Bon, j'ai des petites bêtes que j'ai pas envie d'écraser entre les pages. Est-ce qu'elle voudrait bien, voilà, partir? Merci bien. Je vous remercie beaucoup. Comme vous le constatez, il fait nuit. Et je crois qu'il est temps pour moi de rentrer. Largement temps. Je n'avais plus trop envie de faire des lectures de nuit comme ça. Je n'avais plus trop envie d'être une... Vous voyez, il fait nuit. Pardon. Je n'avais plus trop envie d'être... d'être perdue dans la nuit comme ça toute seule. Pas que ça m'effraie pas la nuit. J'avais très peur quand j'étais petite et c'est plus le cas. Mais c'est plus par choix. J'avais plus envie de... Par contre, j'avais envie de reprendre les histoires murmurées que j'invente. Je ne sais pas si ce sera sous la même forme, mais j'avais envie de faire travailler mon imagination un petit peu. Voilà. Mais je vous dis ça sans projet établi strictement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur, en tout cas physiquement. Et je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Beaucoup de calme, de paix. Beaucoup d'amour. Faites bien attention à vous surtout. Oui, faites bien attention à vous et à très bientôt. Je vous remercie encore.